Cache-cache mortel. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Lorsqu'on propose à Mac de participer à une compétition de cache-cache avec 50 000 $ à la clé, elle y voit une opportunité en or pour changer de vie. Elle a passé toute son existence à se cacher, elle est experte en la matière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est toujours en vie, contrairement à sa famille. Gagner sera un véritable jeu d'enfant. Mais lorsque ses adversaires commencent à disparaître mystérieusement les uns après les autres, Mac comprend que, cette fois-ci, le seul moyen pour elle de survivre est peut-être d'affronter en groupe ceux qui les pourchassent. Le Mason Park a ouvert en 1953. « Égarez-vous à plaisir !» clamaient les affiches. Et c'était ce qu'il se passait. La foule franchissait les grilles le matin et ne ressortait qu'au soir, guidée par les projecteurs. Les plans ne servaient à rien, les brochures « Vous êtes ici » brillaient par leur absence. Le parc d'attractions était conçu pour vous engloutir. Les arbres surplombaient des jardins luxuriants. Bordant les allées et les sentiers, des taupières distinctives ajoutaient à l'émerveillement. Il y avait encore les montagnes russes, les balançoires, les manèges, les jeux, les palais de l'amour, du plaisir, de la terreur. Même si le pavillon central était toujours fermé pour réaménagement. Le parc ouvrait de mi-mai à début septembre. « Réservé aux Blancs », disaient les pancartes les premières années, avant que ça devienne sous-entendu quand on n'a plus pu l'officialiser. Et une semaine tous les 7 ans, l'entrée était gratuite. Les portes s'ouvraient aux saisonniers d'ailleurs et aux cousins lointains des citadins aisés. Alors, tous ces gens trop pauvres en temps normal pour s'ouvrir de pareils loisirs entraient, les yeux écarquillés. Plus de tickets ni de mesures d'affluence. Rien qu'un parc bien rempli et tout joyeux. En 1974, pendant la semaine gratuite, un puissant homme d'affaires du nord de l'État a décidé de venir. On ne l'avait pas invité, mais il envisageait d'investir. Le propriétaire du parc était le cousin d'un cousin. Mais il voulait d'abord voir les attractions de ses yeux. Il a amené sa femme et ses 2 enfants pour faire du déplacement un congé. On n'a jamais revu leur fillette de 5 ans. Malgré l'arrestation pour meurtre d'un des saisonniers, cette mauvaise publicité a laissé une tache indélébile et le Mason Park a fermé ses portes. La rumeur a fini par s'éteindre. La végétation a poussé, la nature a repris ses droits sur les bâtiments, les attractions, les montagnes russes. Ce qui ne s'effondrait pas rouillait, ce qui ne rouillait pas penchait, ce qui ne penchait pas ployait sous le poids du lierre et de la négligence. Quelque part près du centre, la maison toujours fermée qu'à cause de l'étrange disposition du parc peu de badauds seulement voyaient, une chaussure restait prise dans les plus basses branches d'une taupière. Abandonné, le monstre végétal grandit petit à petit jusqu'à l'amener au niveau des yeux. En cuir terni et craquelé par les intempéries et les années, elle faisait la taille idéale pour le pied d'une fillette de 5 ans. « Il faut de l'argent pour gagner de l'argent », disait son père. Un jour, il a aussi dit « Sors de là », raclant son couteau sur le mur pour accompagner les râles d'agonie de la sœur de Mackenzie. Que celle-ci a peut-être imaginé, va savoir. Elle ne le savait pas, et de toute façon, elle ne voulait pas en parler. Là, assise devant la directrice, elle ne dit rien non plus. C'est une rencontre imposée, une obligation du refuge, même si elle y réside depuis des mois et qu'il s'agit d'une première. « Allez, Mackenzie, aidez-moi à vous aider !» Le sourire, peint comme les pommettes et les sourcils, est aussi soigné que le maquillage. La femme demeure impassible face au silence de sa visiteuse. Impressionnant. Elle fait peut-être des exos dans l'obscurité de sa chambre, à hausser les coins des lèvres encore et encore en évitant de plisser les yeux. La directrice joint les mains, les ongles peints en rouge sombre. « Je vais être franche. Tout va changer ici. Je crois qu'on ne peut aider que ceux qui ont la volonté de s'aider. Ces refuges stagnent. Aucun espoir, aucun progrès. Comment peut-on vivre dans une société qui ne progresse plus ?» Elle parle avec animation, mais ni ses sentiments ni son sourire ne se reflètent dans son regard inexpressif. Comme s'il se dissimulait. Mac éprouve une étrange affinité à l'égard de cette femme, en plus d'une méfiance instinctive. Mais elle n'est pas d'accord. Le but d'un refuge n'est pas le progrès.
C'est le refuge. J'ai étudié votre dossier. L'autre désigne une chemise en craft vierge sur le bureau. Mac la croit vide, l'espère vide. Vous êtes là par malchance, je comprends. Pas de garde-fou social pour vous retenir. Quelques mois sans salaire, sans pouvoir payer le loyer, et c'est difficile de s'en sortir. Vous devez mener votre vie, contribuer au genre humain. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de veine. Les conteneurs de vêtements ont davantage besoin de tampons hygiéniques que de veine. Mac parle bas, d'une voix fêlée par le mutisme. S'exprimer était une erreur. Une lueur de triomphe dans les yeux, son interlocutrice s'anime, brandit une enveloppe. Justement, un peu de veine est arrivé au courrier. À vous de voir qu'en faire. Pour l'heure, c'est une opportunité. Et je crois que vous seriez la personne idéale. Mac n'a jamais été la personne idéale pour quoi que ce soit de toute sa vie. Le mot « idéal » lui paraît étranger, raide, gênant. Mais il y a peut-être du travail à la clé. Un peu d'argent pour devenir présentable, et elle aura une véritable opportunité. Tant qu'on ne fouille pas trop, tant qu'on n'y regarde pas de trop près, elle pourrait s'en sortir. Elle prend la feuille que la femme fait glisser sur son plan de travail, épaisse, chère. Soudain, elle constate l'état de ses mains, ongles rongés, paumes rougies, cuticules déchiquetées. Est-ce qu'elle va attacher le papier si elle le repose ? C'est difficile d'être embarrassée au point où elle en est. Mais l'idée se loge sous son épiderme tel un ver. Elle a si peur de laisser une empreinte, qu'il lui vaudra un mauvais point à son entretien d'embauche imaginaire, qu'il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qu'elle lit. C'est une blague. Le sourire de l'autre reste intact. Ça peut donner cette impression, oui, mais je vous assure que c'est du sérieux. Qui vous en a parlé ? Enfin, les joues de la femme se relâchent et ses sourcils se froncent. Comment ça ? Parler de quoi ? Qui m'a dit que c'était du sérieux ? Qui vous a raconté ce qu'il m'est arrivé ? Toutefois, la perplexité de son interlocutrice n'est pas feinte, si ? Est-ce qu'elle pourrait maquiller ses émotions comme sa figure ? Mac lâche la lettre. Pas d'empreinte digitale. Les mots ont toutefois laissé des taches sur son esprit. Pourquoi me filer ce truc ? Elle sait qu'elle semble paumée, terrifiée, et elle n'y peut rien. Pourquoi moi ? L'autre s'esclaffe, d'un rire bref, dédaigneux. Bon, ça paraît absurde. Le tournoi gratuit de cache-cache. Un jeu pour enfants, bon sang. Mais c'est une occasion de gagner 50 000 $, Mackenzie. Vous pourriez monter un peu en grade. Vous êtes jeune, intelligente. Vous n'êtes ni une voleuse, ni une droguée. Vous ne devriez pas être là. Personne ne devrait, or ils y sont tous. La femme se penche, l'air résolu. C'est une société qui organise ça. Ox Extreme Sports. Je peux vous faire retenir. Il n'y a aucune garantie que vous gagnez, mais je crois que vous avez une chance, et vous avez l'air de quelqu'un qui sait se cacher. Sa chaise racle le parquet en reculant. Elles sursautent toutes les deux. Mais Mac ne peut plus rester dans la pièce. Ne peut plus réfléchir tant qu'on la scrute. Qu'on la voit. L'autre ne connaît pas son histoire. Pourtant, elle la connaît, d'une manière ou d'une autre. Je peux y réfléchir. Le ton n'a rien d'interrogatif. Bien sûr. Mais il me faut la réponse d'ici demain. Si vous refusez la place, quelqu'un la prendra. C'est beaucoup d'argent, Mackenzie. Pour un bête jeu. La femme rit de plus belle. J'irai bien, mais je ne tiens pas 20 minutes sans devoir pisser. Elle attend que Mac rie aussi. Elle attend encore quand sa visiteuse se glisse dehors sans un murmure. On a conçu le refuge pour leur rappeler que rien n'est à eux. Il n'y a pas de casier, ni d'alcôve, ni de placard. Dans ce volume nu en forme de grande boîte dont le plafond culmine si haut qu'un oiseau niche parmi les poutres, il y a des lits de camp aux draps raides et aux couvertures rêches. On n'a pas le droit d'utiliser le même 2 nuits d'affilée. Il ne doit y avoir aucun bien sous le sommier. Comme il faut tout emporter avant 9 h du matin sous peine de le voir confisqué puis jeté, les occupants ne peuvent même pas laisser leur maigre possession sur le lit qui ne leur appartient pas. Quand toutes les places sont prises, Mac se retrouve à peu près cachée. Elle est petite, elle ne fait pas de bruit. Là, toutefois, elle a l'impression qu'on lui braque un projecteur dessus. Tout le monde a déjà filé pour la journée. Certains vont rejoindre le boulot quelconque qu'ils auront déniché, ou rester sur le trottoir jusqu'à ce qu'on les autorise à rentrer à 16 h. Pour les autres, difficile de savoir. Elle ne demande pas, elle n'en parle pas. Elle aussi rejoint un endroit qu'elle tient à garder secret. Dissimulée derrière sa demi-cloison,
Un vieux chauffe-eau, étouffé par l'odeur de la poussière, brûlée, grésille et proteste. Mac a des marques brillantes de brûlure permanentes sur ses paumes à force de l'escalader avant de se loger entre les deux parois et de faire l'ascension en se tortillant. Elle a baptisé l'oiseau sous le plafond Burt. Il s'édifie un nid à l'aide de bouts de détritus et même de cheveux. Mais pourquoi le construire? Comment trouver de la compagnie, avoir des œufs? Il risque de mener une vie solitaire à l'abri, protégé, dans le noir là-haut, non? Mac reste à plat ventre toute la journée, séparée de Burt par 2 poutres. Elle se contente d'exister, patiente et vide, comme le nid. Et à 16 heures, elle descend rejoindre les gens épuisés prenant un lit de camp qui ne sera jamais à eux. Là-haut, près de l'oiseau, elle pourra réfléchir, en sûreté, planquée. Mais elle a jusqu'à demain. Elle peut attendre pour se décider. Elle s'arrête en pleine ascension. Tous les lits sont défaits, y compris celui qu'elle a utilisé cette nuit, où elle a laissé son pactage faute de pouvoir l'apporter à son rendez-vous obligatoire, pour des motifs de sécurité. Il a disparu. Toutes ses affaires se résumaient désormais à ce qu'elle porte. Elle ne peut même plus les laver autrement que toute nue face au lavabo. Quelles toilettes publiques la laisseront faire? On la remarquera, on la verra. Elle le sait, réclamer son sac aux femmes qui gèrent le refuge ne servirait à rien. Elles ne lui rendront pas et on la considérera comme quelqu'un de problématique. Son séjour ici touche à sa fin. Elle ne peut pas tomber plus bas. Encore moins de sécurité, elle sait ce que c'est, ce que ça coûte. Le tournoi gratuit de cache-cache. Comme si ça existait, un truc gratuit. Dans le bureau, le sourire de la blonde n'a pas varié d'un iota, comme si elle attendait. Comme si elle savait. D'accord, chuchote Mac. Je vais le faire. Sors de là, chantonne-t-il dans sa tête. Elle ne va pas sortir, et elle va gagner. Et après tout, ce n'est pas comme si sa vie en dépendait, cette fois. 14 concurrents, 7 jours. La liste est établie. On a pris les dispositions pour les livraisons à l'intérieur du parc. La nourriture, le carburant du générateur, les lits de camp, les couvertures, tout le nécessaire. On a aussi rassemblé les fournitures indispensables à l'extérieur du parc, les brouilleurs de téléphone portable, les films et les livres pour l'attente interminable, les nettoyeurs haute pression en vue de la fin inévitable. On distribue la liste, ainsi que des photos. Tout le monde est censé la mémoriser. Presque personne ne le fait. Puis, on punaise les portraits, les uns après les autres, au mur du resto de Ray. Nul n'est censé parier sur le résultat. Le règlement l'interdit. Mais ça n'empêche pas d'établir un classement, faire des prédictions, choisir un favori. On peut répartir les concurrents en 2 groupes. Il y en a qu'on qualifiera de prometteurs. Une mannequin fitness sur les réseaux, un graffeur, une youtubeuse spécialisée dans les canulars, un développeur, gardien de maison, une conceptrice de bijoux, promeneuse de chiens, un instructeur de crossfit acharné, une actrice aux graves allergies alimentaires. Il y en a qu'on qualifiera de décrocheurs. Un auteur bardé d'insécurité, un gamin aussi proscrit que paumé, le pompiste le plus sympa de Pocatello, Idaho, une ancienne combattante, un commercial en panneaux solaires, une éternelle stagiaire, et Mac qui n'est personne si elle obtient ce qu'elle veut. Après 17 heures à bord de 3 bus successifs puis d'un monospace, on la débarque enfin au milieu de nulle part. Elle se demande souvent ce qui est le plus anonyme. La grande ville, où il y a tant de monde à remarquer que nul ne remarque qui que ce soit, ou bien la campagne déserte. Descendant du monospace dans un tourbillon de poussière, en l'absence du moindre comité d'accueil, elle penche pour la première option. Elle voit à des kilomètres dans les 2 sens le long de la route. Donc, on peut la voir aussi. Si elle ne gagne pas, va-t-on lui donner un ticket de retour, ou va-t-elle rester coincée ici? D'ailleurs, elle ne sait pas où c'est, ici. Elle ignore même dans quel état elle se trouve. Il y a de la verdure, abondante, de grands arbres, des insectes bourdonnants. C'est apparemment de la plaine, mais les bois bouchent le panorama. Elle s'assoit sur le bas-côté, serrant contre elle le sac de toile Ox Extreme Sports qu'on lui a donné. Il contient 7 polos et 4 pantalons, d'un noir passé. 9, mais déjà usés, en quelque sorte. Ils ont quelque chose de familier. À cela s'ajoute un kit de toilette, une vraie bénédiction. Il y avait aussi des barres de céréales et une bouteille d'eau, qui n'ont duré que quelques-unes des 17 heures mises à arriver ici. La faim reste la faim.
Inutile de faire durer ce dont elle dispose, alors qu'elle peut s'offrir pour une fois le luxe d'un ventre plein. Au bout d'une heure, son malaise a augmenté, au point de l'oppresser. Personne ne vient. Les arbres se dressent dans son dos, menaçants. La route s'étend au loin, déserte. Le jeu a déjà commencé. Elle a déjà perdu. Ça pourrait être encore pire. Elle est à des kilomètres et des kilomètres de son terrain connu. Mais elle a des habits, du dentifrice, une brosse à dents, du déo, un peigne, un sac robuste. Techniquement, elle est mieux lotie qu'auparavant. Des protestations d'amortisseurs déglingués la saluent de loin, bien avant qu'un nouveau monospace s'arrête à sa hauteur. Elle en a pris son parti. Soit ce véhicule passe la ramasser, trouvé, soit il l'emmène jusqu'au site du jeu proprement dit. Il déverse 3 personnes et continue sans autre forme de procès le long de la route infinie. 2 femmes, un homme. Un garçon en fait, dans son idée. Il doit avoir à peu près son âge, et il est bien plus grand. Mais certains détails, l'arrêt dans les cheveux, le visage arrondi, la chemise blanche à manches longues enfoncée dans le pantalon bleu marine mal ajusté, suggèrent qu'on l'a habillée. Une des femmes est conçue avec une attention aux détails digne d'un artiste. Elle se compose autant de maquillage et de produits coiffants que de chair, et sa perfection visuelle éblouit. Mac a presque du mal à la regarder. L'autre porte un débardeur noir sur un pantalon cargo informe. En passant de la chaussée au bas-côté, elle boitille. Ses cheveux ras mettant en valeur ses grands yeux noirs, elle considère sans honte Mac que sa superbe compagne ne considère pas du tout, concentrée d'un air renfrogné sur son téléphone qu'elle brandit comme si elle pouvait améliorer la réception. Au prix de coups d'œil dans toutes les directions, le garçon évite d'observer les 3 femmes auxquelles il se retrouve confronté. La sueur au front, des taches d'humidité au niveau des aisselles, il paraît sur le point de détaler. Voir quelqu'un de plus terrifié qu'elle réconforte Mac. « Tuez-moi, bordel, on n'a aucun signal !» dit enfin la belle créature qui tient toujours son téléphone comme une sorte de talisman. La lumière est trop dure de toute façon. Pour la première fois, elle prête attention à Mac qui s'est écarté de la route jusqu'à frôler la lisière des arbres. « Ils t'ont dit un truc quelconque ?» Elle secoue la tête. Quand le monospace l'a prise à l'arrêt de bus, le conducteur s'est contenté de lui lancer « Cache-cache !» Il a même demandé de quoi il s'agissait, mais elle a marmonné sa réponse, puis fait semblant de dormir. « Ava !» dit la G.I. Jane. « Quoi ?» demande la beauté fatale. « Ava !» La belle lève les bras au ciel. « Quoi ?» La tondue au sein sourcil, sa passion s'about. « On n'a pas parlé dans la voiture, alors je me présente. Je m'appelle Ava. Et toi ?» Enfin, la belle se détend et lâche un rire. « Merde, désolé, je suis trop garce quand j'ai faim. Moi aussi, je m'appelle Ava. Voilà pourquoi je percutais pas. Que la meilleure Ava gagne, Ava 2. » Le sourire de l'Ava tondue lui fait des fossettes assez profondes pour s'y perdre. « J'y compte bien. » La belle Ava parle sur un ton plus joueur que hargneux. Elle recule dans le bois en prenant des selfies. L'autre se tourne vers Mac, l'air interrogateur. Elle donne son nom comme une phrase complète, avec l'espoir qu'on s'en contente. Mac. Ava la tondue s'assoit par terre, étend une jambe avec aisance et positionne l'autre dans ses mains. Enchanté. J'espère bien te battre, ça n'a rien de personnel. Mac ne répond pas. C'est un concours, normal que tout le monde veuille gagner. D'un coup de menton, l'autre désigne le gamin. Debout sur le bas-côté opposé après avoir traversé la route, il prend soin de regarder ailleurs. Sa posture, les épaules baissées, indiquent moins l'anticipation que la défaite, par avance. C'est le grand. Le chauffeur l'a pris en même temps que moi, avant Ava 2. Quand j'ai ôté mon blouson, il a tourné la tête si vite que j'ai cru le voir se briser la nuque. Les femmes le terrifient, le pauvre. Ça lui donnera peut-être un avantage. Il tient tellement à éviter de nous voir qu'il ne sortira jamais de sa cachette. Il doit être gai. La belle s'assoit par terre près de la tondue. La première est mince, osseuse, la seconde robuste, massive. Mac admire et envie la ligne de ses épaules, son aplomb. Par son aspect, elle déstabilise d'une autre manière qu'Ava 2, mais l'une et l'autre attirent l'attention. Pour sa part, elle a les cheveux coupés courts, au point de pouvoir passer pour un garçon ou une fille. Elle porte des t-shirts trop grands et des pantalons informes, les mains dans les poches pour projeter ses épaules et cacher ses seins. Ava et Ava ne cachent rien. Mac pense les battre toutes les deux. Gay ? Non. Ava la tondue cueille un brin d'herbe, le porte à sa bouche et souffle dessus sans parvenir à en tirer le moindre son. S'il a si peur de la nudité féminine, c'est que ça le branche. Elle se penche en arrière, glisse un regard vers Mac. « C'est quoi ton histoire ?» La façon dont elle hausse l'un de ses larges sourcils a quelque chose de ludique comme de critique.
Personne ici n'est l'ami de Mac. Personne n'est son ami nulle part, ni ne le sera jamais. Elle pourrait jouer la gentille et espérer qu'une réponse étouffée satisfasse G.I. Jane. Mais, faute d'y croire, elle choisit l'autre tactique. « Lâche-moi !» La belle Ava se renfrogne, vexée par procuration. Ava l'attendue change de mine, sans toutefois paraître menacée ou fâchée. « Entendu !» Elle se retourne vers la route. Mac se recule encore dans l'ombre. Malgré sa rebuffade, les deux Ava finissent par l'y rejoindre. Le soleil accablant les hébète, comme le bourdonnement des insectes alentour. Au bout d'une heure ou deux arrive un monospace cahotant. La belle Ava court à son rencontre, mais il n'y a rien de neuf. Loué, il dépose du monde. Au fil de la journée, il en viendra 3 autres jusqu'à ce qu'il y ait au total 14 personnes à attendre. Toutes paraissent du même âge, aux alentours de 25 ans, à quelques années près. Mac se sent désormais plus à l'aise. Dans le groupe, dont divers membres tâchent d'établir leur domination et d'attirer l'attention en parlant et en riant fort, elle passerait presque inaperçue. Sauf d'Ava l'attendue qui ne cesse de la scruter et qui, chaque fois qu'elle est prise sur le fait, lui adresse un clin d'œil. Une fois le dernier véhicule reparti, tout le monde regarde vers le bout de la route, dans l'attente. 5 heures plus tard, l'humeur a bien changé. Tous sont en sueur, et on ne peut que s'asseoir par terre. Aucun téléphone n'a de signal, nul n'a plus à manger ni à boire. Même si le type aux muscles sculptés avec art augmente d'heure en heure son offre en espèces pour de la nourriture. L'une des femmes, une brune à laquelle sa dentition d'une blancheur aveuglante donne l'apparence d'une pub pour du dentifrice, pleure. Plusieurs participants jurent de laisser en ligne des critiques assassines. 2 hommes suggèrent de suivre la route jusqu'à la prochaine localité, mais la peur de louper le jeu les retient. Chacun est sur les nerfs. Chacun est sur les nerfs, sauf le grand qui reste à l'écart, l'air paumé au possible. Ava l'attendue qui fait la sieste les bras en oreiller, et Mac qui sait qu'il lui reste 2 journées entières avant d'avoir faim au point de perdre pied. Le fantôme d'un sourire hante son visage. Elle peut gagner. Alors que la douce meurtrissure du crépuscule s'étend, un bus arrive. Les excuses s'accompagnent de sandwichs et de bouteilles d'eau. L'hôtesse, une femme plus que mûre, dotée d'un tailleur pantalon multicolore et d'une chevelure défiant la pesanteur, les salue avec un tel enthousiasme qu'on a du mal à lui en vouloir pour le souci de planification. Une faute de frappe sur l'horaire, des emails partis dans les spams, une absence de signal, toute une série d'excuses que les calories et l'hydratation aident à faire passer. Toutefois, plusieurs candidates ne lui pardonneront jamais l'indignité d'avoir dû pisser dans les bois. « Tout s'expliquera, promet-elle. Mais un long trajet attend, donc il faut monter dans le bus. Vite, vite, vite. Il y a tant à dire, à préparer. Une semaine si excitante qui s'annonce. » On engloutit l'eau, on dévore la bouffe, on échange des plaisanteries. Le cabinet de toilette du bus sert à profusion, très apprécié. Chacun prend place. Les candidats se classent déjà, le grand s'isole. La belle Ava ne voit plus Mac parce qu'elle se focalise sur les gens de son niveau. Ava l'attendue suit Mac vers le milieu du véhicule et s'assoit à côté d'elle sans lui demander la permission. C'est un problème. Mac se veut invisible, sous-estimé, inaperçu. Il s'agit bien d'un concours de cache-cache, après tout. La nuit tombe, le bus démarre. 14 têtes fiévreuses, mais réhydratées d'eau de ligne presque en cadence. On ne leur donnera pas d'instructions. Tout le monde dort déjà. Pendant leur sommeil, passons-les en revue. Les plaques d'identité que porte Ava l'attendue se sont échappées de son débardeur. L'une des paires est à son nom, pas l'autre. Sa tête vient reposer sur l'épaule de Mac, dont la joue vient reposer contre le duvet du crâne de G.I. Jane, le contact humain le plus intime qu'elles connaissent toutes les deux depuis de longues années. Elles y trouvent un sommeil réparateur. La belle Ava, futur mannequin Instagram, a trouvé le beau Jaden, futur propriétaire de salle de CrossFit. Elle n'a pas de sponsor et il n'a pas de salle. Mais ils ont tous les espoirs et toutes les promesses pour eux. La tête de la belle Ava repose contre la vitre. Elle serait mortifiée de savoir qu'elle ronfle en public, mais il n'y a personne de réveillé, à part le chauffeur et leur hôtesse. Lui fixe la route avec une détermination agressive et manie le volant tel un bouclier, effleurant les fronts du bout des doigts, comme pour bénir les dormeurs. Le grand n'y a pas droit. Réfugié au fond du bus, il est perdu, seul, même entouré de gens. Ce n'est pas son monde, et il ignore comment y exister. Rien n'a de sens. En rêve, il creuse la terre pour trouver des légumes, les doigts douloureux. Il sait qu'il devrait les trouver, qu'il devrait les chercher, mais il continue à creuser la terre dans le noir. Il ne cherche pas de légumes, il creuse une tombe. Ça fait mal, physiquement, moralement, et il a peur de deviner à qui elle est destinée. Yann a un carnet sur les genoux. Son stylo, l'objet le plus cher en sa possession, a roulé par terre. Il ne s'en apercevra qu'après avoir quitté le véhicule,
donc il l'a d'ores et déjà perdu. Comment pourra-t-il écrire sans? Il n'écrit rien avec non plus, mais il sera convaincu que c'est l'absence du stylo qui le handicape. Il vient pour l'inspiration, et pour l'argent. Un peu d'argent, un peu de sécurité, et il pourrait bien écrire le grand roman américain. Brandon a l'air content même dans son sommeil. Il y a quelque chose de sain, de serviable dans sa façon de dormir tout droit, comme prêt à courir aider quelqu'un qui en aurait besoin. Quoi qu'il arrive par la suite, il a déjà pris du bon temps, il sera ravi du résultat. Franchement, il ne sait pas ce qu'il ferait de l'argent s'il gagnait. Il se voit mal battre tous les autres. Vouloir l'emporter lui paraît mesquin, voire méchant. S'il gagnait, 13 perdraient. Le jeu, c'est une aventure, des vacances. Il n'a pas pris un jour de congé depuis ses 14 ans, quand la station-service l'a engagé. Mais mamie ne l'attend plus. Sa mort l'a laissé à la dérive. Une aventure, c'est tout ce qu'il veut. Son voisin de siège dort avachi, la tête ballant durant des heures. Il lui reste de la peinture sur les mains d'avoir tagué la dernière station de bus. Il compte laisser sa marque sur les autres concurrents. Il espère créer un truc qui le suivra de son retour dans le monde extérieur. Il sera le prochain Bensky. Non, il sera le premier Atreus. Son vrai nom, c'est Kyle. Il le déteste comme tout ce que Kyle était et pourrait être, mais il a mal épelé Atreus. Voilà ses chances qu'on le trouve sur Google anéanti par une mutuelle. Erreur d'étiquetage pour quelqu'un de bien décidé à exister en dehors des étiquettes. Christian s'est endormi en souriant, mais au fond, il est désespéré. Personne ici ne lui paraît un bon contact. Trouver des opportunités commerciales semble aussi probable que remporter le concours. Il croisera peut-être quelqu'un d'Ox Extreme Sports. On a toujours besoin d'un bon représentant. S'il doit encore taper à une porte et sourire en parlant de panneaux solaires. Sydney, la youtubeuse, et Logan, le développeur, ont tissé dans la forêt un lien comme Christian en voudrait un. Ils vont créer une appli basée sur la chaîne naissante de Sid, un concours de canulars, le plan énorme. Même dans leur sommeil, ils rayonnent, certains de leur avenir radieux. Des dîners avec Elon Musk, des conférences humanitaires avec Bill Gates, des partenariats avec Fry Technologies, et toute une tripotée de vilains canulars pour en arriver là. Rebecca a calculé la somme exacte pour l'augmentation de A à C. Ça devrait suffire. L'agent a dit qu'elle avait du potentiel, mais qu'il fallait un peu de volume là-haut pour l'intéresser. Vraie carrière à l'écran ou promotion canapé, elle ignore où se situe l'intérêt. La taille C lui permettra de réaliser ses rêves. 50 000 $ la lui paieront. Elle dort avec son sac à main rempli d'auto-injecteurs EpiPen serré contre sa poitrine comme une couverture de sûreté. Rosie veut vendre ses bijoux, bordel. Rien qu'une fois. Juste pour prouver qu'elle n'est pas la perdante que sa mère prédisait. Mais l'orfèvrerie exige des métaux précieux qui coûtent du fric. Elle se cache de son ex depuis 4 ans. Une semaine, du gâteau. Elle attend de boucle à l'oreille que ça cliquette contre la vitre où sa tête est venue reposer. Le regard de l'hôtesse s'attarde sur le serpent lové autour de son poignet. Magnifique. Elle a vraiment du talent. À l'avant du véhicule, il y a Isabelle, l'éternelle stagiaire, qui ne se rappelle même pas combien de stages elle a fait. Elle veut rencontrer des cadres de chez Ox Extreme Sports. Il lui faut un salaire. Mince, il lui faut une bonne couverture dentaire. 50 000 $ ne rembourseront jamais les prêts étudiants qui l'ont fichu dans la mouise. Tout ça pour un diplôme au coût exorbitant qui ne lui a même pas permis de décrocher un boulot payant. Elle grince des dents pendant son sommeil. Le bus, qui cahote dans son interminable tunnel nocturne, isole du monde extérieur ces 14 rêveurs désespérés.